Si autant de théories sont possibles autour de la série Les Anneaux de pouvoir, ce sera sans doute, selon les points de vue souvent conflictuels à son sujet, qu'elle a bien ou mal fait son travail. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les secrets de Halbrand, cet homme étrange rencontré par Galadriel dès le 2e épisode. Ces théories toucheront d'autres personnages par ricochet, tout particulièrement l'étranger. Évidemment, ce sera full spoiler concernant les 6 épisodes déjà disponibles au moment de publier cette vidéo et attention, cela pourrait vous gâcher d'éventuelles révélations à venir si je vois juste. Un rappel qui semble encore nécessaire au vu de certains commentaires. Dans mes vidéos, je fais l'effort de prononcer les noms, comme Sauron par exemple, comme le veulent les règles définies par Tolkien pour les langues qu'il a inventées. Je ne prononce pas du tout à l'anglaise et je connais les prononciations erronées de la VF, que j'ai moi-même utilisé toute ma vie jusqu'à présent. J'essaie simplement de respecter la vision d'un auteur pour qui les langages étaient essentiels. Je pense que l'épisode 7 sera celui de la révélation et parmi les rares personnes qui ont déjà vu tous les épisodes apparemment, il fait partie des préférés avec le 6. Justement, comme chaque vendredi, nous serons ensemble pour regarder et discuter de cet épisode 7 sur la chaîne Twitch de Prime Video FR à partir de 19h30 en Watch Party. Je serai en compagnie de Marie Palot et de Tonton et je ne doute pas qu'on passera un excellent moment avec celles et ceux parmi vous qui pourront nous rejoindre en direct et sur le chat. Quand je parlais de bien ou de mal faire son travail, je pense qu'il ne fait aucun doute que les showrunners ont volontairement mis le mystère quant à l'identité de Sauron au cœur de l'intrigue de cette première saison. Ce n'est absolument pas une création des fans qui aiment théoriser et se creuser la tête, c'est vrai, c'est bien un jeu de pistes et de suppositions soigneusement préparées afin que les soupçons puissent peser sur différents personnages, à commencer par l'étranger et Halbrand. Si vous avez déjà vu ma vidéo d'analyse de l'épisode 6, vous savez qu'il a marqué un tournant pour moi, malgré les nombreux points qui semblent indiquer que l'étranger pourrait être Sauron, je ne peux que me rendre à l'évidence, il s'agit à coup sûr d'Halbrand, même s'il reste encore la place pour d'éventuelles subtilités entre ces deux personnages justement. Initialement, j'imaginais bien Halbrand devenir un Nazgûl ou encore le fameux roi des morts, celui qui sera maudit par Isildur pour ne pas avoir respecté un serment d'alliance militaire et qui restera à hanter de profondes cavernes avec son armée jusqu'à ce qu'Aragorn vienne enfin lui permettre de tenir parole et de se libérer de cette malédiction. Au fil de mes vidéos d'analyse épisode par épisode, j'avais évidemment relevé les indices qui pouvaient désigner Halbrand comme un candidat possible pour Sauron. Pour préparer cette vidéo, j'ai revu toutes les scènes du personnage et il faut bien dire que réécouter ces dialogues en se mettant dans l'idée qu'il serait Sauron fonctionne terriblement bien. Je vais vous refaire une liste des indices en essayant d'être concis, mais avant tout, il faut traiter de 4 points qui gênent beaucoup de monde dans cette théorie. Les 2 premiers seront vite balayés, mais les 2 suivants sont un peu délicats, voire carrément délicats. Premier point, le visage. Certains me disent que Sauron ne peut pas être Halbrand car il ne devrait pas avoir l'apparence d'un humain, mais d'un elfe particulièrement charismatique. Et c'est faux, puisqu'à cette époque, il est établi que Sauron peut changer d'apparence relativement facilement, presque à volonté, ça reste à déterminer. En résumé, il devrait pouvoir ressembler à qui bon lui semble, y compris un humain, et ce n'est que bien plus tard que Sauron sera coincé sous une apparence inquiétante, voire monstrueuse. Deuxième point, Sauron est un méchant et jamais il ne pourrait se comporter comme Halbrand. Les écrits de Tolkien sont clairs pourtant à ce sujet. Au début du Deuxième Âge, Sauron traverse une période de rédemption. Et oui. On ne sait pas à quel point elle est sincère et profonde cette rédemption, mais on sait qu'il est animé d'une conviction, celle de pouvoir améliorer la Terre du Milieu en réorganisant et en réhabilitant les ruines laissées par le courroux des Valar, avec cette guerre contre Morgoth qui avait marqué la fin du Premier Âge. On retrouve ici une bonne partie de ce qu'Adar explique à Galadriel. Il évoque celui que Galadriel appelle Sauron, puisque ce nom reste une insulte des elfes, qui signifie l'abominable, l'abhorré, le détester si vous préférez, un nom qui se moque du nom véritable, Mairon, qui signifie l'admirable. Donc durant cette fabuleuse scène de l'épisode 6, Adar dit que Sauron s'est voué à la guérison de la Terre du Milieu, en réunissant ces pays en ruine
sous un ordre parfait. Cette vision du monde correspond totalement à ce qu'on sait de Sauron de par les écrits de Tolkien. Il adorait l'ordre, il était convaincu que les choses iraient mieux sous son contrôle. Par la suite, bien sûr, Sauron a été rattrapé par son obsession du pouvoir, du contrôle, de la tyrannie, asseyant sa domination à n'importe quel prix, à n'importe quel moyen. On a Halbrand qui fuit son passé et qui exprime une forme de remords auprès de Galadriel durant la fameuse discussion de la Forge de l'épisode 5, une scène vraiment essentielle. Avec Halbrand, on aurait donc une version de Sauron qui fuit ce qu'il était au premier âge et ce que ces milliers d'années au service de Morgoth ont fait de lui un monstre terrifiant, prêt à toutes les atrocités. À l'origine du monde, Mairon était un Maya et il était bon car à l'origine rien n'est mauvais, il a succombé au charme et à l'ambition de Melkor, le plus puissant des Valar, celui qui serait le Lucifer du monde de Tolkien, pour schématiser. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, imaginer qu'un ange déchu comme Mairon puisse tenter une toute dernière fois de s'extraire de son destin maléfique, eh bien ça a quelque chose de profondément tragique, et l'idée consiste ici à tracer sa trajectoire en parallèle et en complémentarité à celle de Galadriel. Sauron tente d'échapper aux ténèbres en lui, tandis que Galadriel fonce vers elle pour pleinement s'y confronter et risquer d'y succomber. Le troisième point, c'est celui de la chronologie. Certains disent que ça ne fonctionne pas car Sauron devrait déjà être à l'œuvre. Déjà sur la chronologie de la série en général, il faut accepter, pour la regarder avec l'esprit ouvert, le choix de la compression des événements du deuxième âge qui a été fait par la série. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà consacrée à ce sujet et je pense que les showrunners n'avaient pas vraiment le choix, à moins de ne traiter aucun personnage non immortel dans leurs différentes saisons, 5 a priori. Ensuite, sur la notion de ce que Sauron a déjà fait, on sait qu'après la chute de Morgoth, il a agi. Adar l'explique clairement, et donc pendant un temps indéterminé, Sauron a mené des recherches pour tenter de trouver un moyen de contrôler les êtres vivants au travers des pouvoirs du monde invisible. Ces recherches ont été menées dans la forteresse septentrionale découverte par Galadriel dans le premier épisode. C'est là que Sauron a utilisé des orques comme cobayes et que Adar s'est rebellé et l'a, pense-t-il, ouvert en deux avec son épée. On peut imaginer que cette traîtrise et la destruction de son corps physique a causé un choc à Sauron qui a pu alors se remettre en question, état dans lequel on le trouverait en la personne d'Halbrand. Et pourtant c'est vrai, il reste quelques problèmes de chronologie. Par exemple, quand le plan de la création du Mordor via l'éruption volcanique a-t-il été décidé ? Pourquoi Sauron ne l'a-t-il pas activé plus tôt ? Pourquoi les elfes semblent-ils croire que le Mithril pourrait aider à stopper leur étiolement ? Et enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette corruption qu'on découvre à l'œuvre, qu'on ressent notamment dans l'arbre du Lindon, ce qui inquiète beaucoup Gil-galad, mais aussi dans les terres traversées par les pieds velus. Alors je pense qu'il n'y a là rien d'insurmontable, mais il serait intéressant d'avoir une vision plus large de tout cela dans la série, quelques explications. J'en viens maintenant au quatrième point qui est de loin le plus problématique à mes yeux. Que foutait Sauron sur un bateau au beau milieu de la grande mer occidentale, Belegaer? Il était donc une sorte de réfugié venu du sud avec d'autres humains, ils ont pris un bateau qui a été détruit par un ver des mers. Très bien, mais quelle était la destination initiale du bateau? Pourquoi Sauron les a-t-il accompagnés? La série a clairement des réponses à donner à ce sujet, même si sur un plan presque spirituel, on peut y voir, comme le fait Galadriel durant l'une des scènes de l'épisode 3, une intervention divine, un plan qui échappe à la compréhension des elfes comme des humains. De manière plus prosaïque, Halbrand affirme qu'il a trouvé la bourse au symbole royal sur le corps d'un mort, et il dit sans doute en partie la vérité, et on peut imaginer que l'esprit de Sauron a pris possession du corps d'un homme mort ou mourant, ou alors s'est façonné un corps à son image. Pour tenter de suivre son chemin de rédemption, il a pu se dire que ce réfugié qui fuyait son passé correspondait à son propre état d'esprit, et il s'en serait ensuite remis au destin, ni plus ni moins, sans avoir de plan. L'autre possibilité, c'est qu'il espérait rejoindre Númenor depuis le début, jusqu'à ce que le navire soit détruit par le ver. Il aurait pu voir un signe dans l'arrivée de Galadriel et aurait saisi l'occasion. Gardez en tête néanmoins cette notion d'esprit de Sauron libéré quand son corps a été détruit par Adar. On retrouve la notion de Fëa et de Roi chez les elfes, l'esprit pour Fëa et l'enveloppe charnelle pour Roi. Alors c'est vrai que chez les Maillards, ça ne fonctionne pas exactement de cette façon, sauf pour ceux qui sont véritablement incarnés
comme les Istari, les mages si vous préférez, tels que Gandalf et compagnie, et le cas de Sauron est plus nébuleux et les scénaristes ont pu en faire un peu ce qui les arrangeait. Avant d'explorer une théorie un peu farfelue sur la séparation du corps et de l'esprit de Sauron, j'en reviens pour l'instant sur les éléments qui désignent Halbrand comme le porteur de sa conscience. Halbrand, le nom peut signifier en Sindarin secret ou caché, et haut, noble, voire admirable, un admirable caché, voilà qui correspond parfaitement à Mairon sous une autre apparence que la sienne. La première interaction que Galadriel aura après son plongeon, en suivant cette intuition qu'elle doit toucher les ténèbres avant de voir la lumière, se fera avec Halbrand. Il lui dit une phrase, les marées du destin sont en mouvement, phrase que Galadriel utilisera bien plus tard au troisième âge, avec Frodo. Rappelez-vous de la toute première action marquante d'Halbrand qui consiste à séparer son morceau de radeau du reste pour laisser un plus gros appât pour le ver avec les autres survivants et donc sauver sa vie avec ingéniosité mais aussi un certain cynisme. Plus tard, il dit que de son point de vue, ce sont les orques qui l'ont chassé de chez lui, ce qui est une référence, on peut le supposer, à la trahison et à l'attaque de Hadar. Le moment le plus étonnant, c'est vrai, survient quand il va plonger pour sauver Galadriel, emportée vers le fond alors qu'elle s'est attachée au mât de fortune. C'est peut-être le moment qui le rapproche le plus de la lumière, peut-être aussi pour jouer du parallèle avec le précédent plongeon volontaire de Galadriel lorsqu'elle a quitté le bateau qui l'a mené jusqu'à Valinor, plongeon qui l'a rapprochée, elle, des ténèbres puisqu'elle renonçait, temporairement du moins, à la lumière de Valinor. Arrivé à Númenor, Halbrand est nettement plus habile de ses mots et il parvient doucement à s'y faire une place entre violence et manipulation de ceux qui l'entourent. Il affirme être le meilleur forgeron de l'île alors même que Númenor représente le pinacle de toutes les civilisations humaines que verra jamais la Terre du Milieu. On le verra même plus tard à sa libération de prison sur un plan avec la statue du Vala Aule qui est en vue, le Vala de la Forge dont il était initialement l'un des plus puissants maillards avant de suivre Morgoth. Quand on lui demande son nom, il répond que cela dépend de son intimité, de sa proximité avec celui qui demande, ce qui laisse sous-entendre que Halbrand ne serait pas son nom véritable. Seul et sans armes, il vient facilement à bout de plusieurs hommes, même s'il semble, c'est vrai, un peu limité par son corps actuel. Alors qu'il est en prison et que Galadriel lui parle du symbole qu'on trouve sur sa bourse, il souligne que l'héritier de cet emblème n'hérite pas que d'une couronne, il évoque un pacte de sang avec Morgoth et dit que sa famille a perdu la guerre. Et lorsque Galadriel se retrouve à son tour en prison, il a un discours typique d'un manipulateur aguerri. Il lui conseille d'identifier ce que son adversaire craint le plus, de lui donner le moyen de s'en rendre maître, afin de prendre le contrôle elle-même ensuite. Cette phrase correspond totalement à ce que Sauron fera avec les elfes. Il va identifier leur peur, celle du déclin en Terre du Milieu, et leur proposer une solution, les anneaux de pouvoir, qui le rendra maître d'eux. Et lorsque Pharazôn et les gardes arrivent pour chercher Galadriel, Halbrand chuchote à l'oreille de Pharazôn depuis ses barreaux, le conseillant sur la conduite à tenir, ce qui correspond à une référence que les connaisseurs auront reconnue et que je ne développerai pas ici pour ne pas gâcher la surprise des autres. Dans la scène de la forge, lorsqu'on trouve Halbrand, il semble balayer, mais concrètement il répand davantage de scories sur le sol plus qu'autre chose. Peut-être qu'on peut y voir une métaphore visuelle sur la noirceur qu'il va répandre sur le monde. Ensuite, il va dire à Galadriel que lorsqu'elle et les autres découvriront ce qu'il a fait par le passé, il sera rejeté, et quand elle évoque les ténèbres, le fait de les toucher pour ensuite rejoindre la lumière, il lui demande de façon presque menaçante ce qu'elle en connaît des ténèbres et qui elle a perdu, et sur ces mots, Galadriel recule légèrement, ce qu'elle n'a fait devant personne d'autre. Galadriel va lui répondre qu'elle continue sans cesse parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher, et cela vient apparemment toucher une corde sensible chez Halbrand. En effet, c'est comme si cette notion de ne pas pouvoir échapper à une motivation profonde lui parlait cruellement. Clou du spectacle, Halbrand dit à Galadriel qu'il est navré pour son frère, pour tout le reste, et si Halbrand est bel et bien Sauron, il est en train de lui demander pardon d'avoir tué Finrod. Durant l'épisode 6, les indices deviennent vraiment énormes. Halbrand mène très exactement les troupes là où il faut parce qu'il sait exactement ce qui se trame et qu'il a sans doute une perception du monde qu'on peut qualifier de surnaturelle. Il accepte le titre de roi des terres du Sud avec une moue qui ne dit rien qui vaille, comme celui qui accepte un pouvoir qu'il tentait de fuir mais qu'il a toujours convoité. Il demande à Hadar s'il se souvient de lui, faisant référence à l'attaque de l'elfe corrompu sur Sauron bien sûr. Hadar ne reconnaît pas l'enveloppe physique d'Halbrand, ce qui est un bon test
pour ce dernier. La scène entre Galadriel et Halbrand, avec cette symétrie qui vient souligner ce que j'expliquais auparavant, est très intéressante. Il pense encore pouvoir régner, réorganiser la Terre du Milieu, aux côtés de Galadriel peut-être, tandis que de son côté elle s'enfonce vers les ténèbres en s'entêtant à ses côtés. Galadriel et Míriel ont donc convaincu Sauron de se remettre dans sa quête de pouvoir, en commençant par ce titre de roi, dans cet endroit devenu le Mordor, avec l'éruption de l'Orodruin. Je reviens maintenant sur la notion de séparation de Féa et Hroa, l'esprit et le corps, pour une théorie que j'ai vue souvent en commentaire, selon laquelle Halbrand serait porteur de l'esprit et l'étranger, celui du corps de Sauron. Et oui, Adar dit qu'il a ouvert Sauron en deux avec l'usage du mot split en VO, ce qui vient apporter un maigre filet d'eau au moulin de cette théorie. À vrai dire, de mon côté, j'aime bien cette théorie et je pense que j'apprécierais plutôt une sorte de réunion d'un Sauron plein et entier avec Halbrand d'un côté et l'étranger de l'autre, comme deux ingrédients de sa toute-puissance. Malheureusement, je pense plutôt improbable que cela se produise ainsi. On pourrait pourtant imaginer Daniel Weyman, l'interprète de l'étranger, rasé et avec des oreilles d'elfe, devenir une forme presque parfaite pour Anatar, tandis que Halbrand continuerait d'être la figure du roi humain des terres du Sud, au gré de ses voyages et de ses plans. J'apprécie cette théorie car elle mettrait de côté la seule alternative solide restante pour l'étranger, à savoir celle d'un Istari envoyé des Valar au deuxième âge. Alors oui, je sais que cela a déjà été envisagé par Tolkien dans des lettres, notamment avec les Mages Bleus ou même Saruman, mais même si cela me semble maintenant très probable, je ne suis pas fan de l'idée. Pourquoi, vous me demanderez? Eh bien c'est simple, je ne vois pas ce que la série pourra vraiment faire d'intéressant avec un Istari, alors qu'on n'a absolument aucune trace de l'impact d'une telle action dans les écrits de Tolkien sur le deuxième âge. On irait donc vers une totale invention qui ne fonctionnerait qu'en développant totalement le pays de Rhûn à l'est du Mordor. La saison 1 commence vaguement à introduire ces contrées via les trois femmes en blanc, mais la série fera-t-elle vraiment le choix très ambitieux d'ouvrir un pan totalement nouveau en saison 2, avec cette contrée totalement inconnue et sans aucun écrit sur lequel s'appuyer? Quoi qu'il en soit, si l'étranger est un Istari, on ne peut nier que la saison joue clairement sur son ambiguïté entre le mal et le bien. J'espère vraiment qu'il ne s'agit pas de Gandalf, et je ne le pense pas, je crois que ce serait vraiment une erreur. Saruman, pour moi, n'aurait aucun intérêt scénaristique car son basculement vers le mal doit survenir bien plus tard, au troisième âge, et je les vois mal en faire une sorte de héros paumé. Radagast ne colle pas non plus, ne serait-ce que dans le potentiel intérêt qu'un tel personnage pourrait susciter chez les spectateurs. Franchement, Radagast, on s'en fout un peu. Reste donc la possibilité d'un mage bleu ou d'un personnage inventé sur un modèle proche d'un mage bleu, avec cette incertitude quant à sa réussite ou son échec final dans sa mission de contrecarrer le pouvoir de Sauron sur les peuples de l'Est de la Terre du Milieu. Dernière possibilité déjà évoquée dans une précédente vidéo, celle d'un Balrog, puisqu'on sait qu'on a toujours un visuel de Balrog à venir dans cette première saison. Je vois mal un Balrog utiliser le froid pour se soigner, mais bon, disons qu'il reste une chance sur 1000 pour que l'étranger soit un Balrog et que les trois acolytes, les femmes en blanc, le recherchent pour utiliser sa puissance au service de Sauron. Ce qui ne fait absolument aucun doute, c'est que ces trois femmes sont au service du mal. Je pense qu'elles joueront un rôle presque déterminant peut-être dans la révélation de Sauron durant l'épisode 7. Si elles poursuivent l'étranger alors qu'il n'est pas Sauron ni un Balrog, cela signifie qu'elles tenteront de le détruire car il représenterait alors une menace pour les plans de leur maître. On peut se demander si elles ne l'ont pas déjà fait en épisode 5 en prenant la forme des trois loups monstrueux, et si l'une des trois femmes a le bras gauche en vrac dans l'épisode 7, on saura qu'elles ont le pouvoir de prendre cette forme puisque l'un des trois loups avait été blessé par l'impact du pouvoir de l'étranger lorsqu'il frappe le sol. Dernier point, que peut bien contenir la bourse d'Halbrand? Peut-être un prototype d'anneau de pouvoir, et oui, ces anneaux dont on retrouve d'ailleurs le motif sur la chaîne qui traverse son plastron d'armure. Ces anneaux avec lesquels il voudra enchaîner les peuples libres à son service. Et j'ajouterai quelque chose au sujet des anneaux de pouvoir, de ce qui manquerait à Sauron, puisque c'est ce qu'indique Adar dans l'épisode 6, que dans toutes ces recherches que Sauron a effectuées dans cette forteresse loin au nord, il n'arrivait pas à vraiment toucher ce qui lui manquait pour pouvoir prendre le contrôle de la chair en utilisant les forces du monde invisible, et on peut se dire que le fait d'être mort temporairement a pu aider Sauron à mieux comprendre les liens qui existent entre l'âme et la chair, et peut-être que ça a déclenché pour lui une révélation et qu'il parviendra enfin
à découvrir cette arme absolue. Galadriel devrait avoir un sacré choc au moment de la révélation de Sauron, tout du moins si on en a conscience dans cette première saison. Quoi qu'il en soit, il sera surtout intéressant de voir comment la série introduira tout le concept d'Anatar, le Seigneur des Dons, un concept que je ne vais pas spoiler pour celles et ceux parmi vous qui ignoreraient de quoi je parle. La série a beaucoup à expliquer, c'est clair, et au sujet de Sauron, comme à celui de cette idée farfelue selon laquelle les elfes pourraient s'étioler en une saison à peine et que le Mithril pourrait les en protéger. Espérons que ce travail sera fait, ce travail d'explication dans les 2 derniers épisodes, et quoi qu'il en soit, profitons du voyage sans toujours nous positionner comme ceux qui savent tout et sans laisser aux personnages le temps de découvrir qui ils sont eux-mêmes. Et je vous rappelle qu'on se retrouve ce vendredi pour la Watch Party sur la chaîne Twitch Prime Video FR à 19h30 et sans doute un peu plus tard dans la soirée de vendredi pour ma vidéo sur YouTube consacrée à cet épisode 7. Je vous remercie pour votre attention, pour vos abonnements, vos pouces en l'air, vos commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!